Salut à tous et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Ici Damien pour vous parler de l'actualité NFL. Avec moi ce soir, j'accueille notre spécialiste NFL, Michael. Salut Michael. Salut Damien, salut à tous. Alors, on a vécu encore une soirée de NFL, un week-end de NFL assez incroyable avec des surprises et peut-être la surprise. Pour moi, c'est pas une surprise, j'avais misé sur eux un petit peu, on va dire un petit peu à l'aveugle, mais c'est pas grave. La victoire des Chargers contre les Chiefs avec la manière. Michael, est-ce que tu vois dans ce match, dans ce début de saison des Chargers, quelque chose qui pourrait laisser penser au début d'un renversement de pouvoir dans la AFC West? Bah, écoute, en tout cas, une chose est claire, je trouve qu'il y a eu un très très bon travail qui a été fait depuis l'année dernière côté Chargers. Déjà, l'arrivée de Justin Herbert qui a quand même métamorphosé cette équipe. Et puis tout le travail de coaching qui a été fait, de construction autour de lui, je trouve que c'est un travail hyper intelligent qui a été mené. Et on le voit dans le jeu, le match contre les Chiefs a été très bon de la part des Chargers. Herbert a été énorme avec 4 touchdowns lancés sur la rencontre. Et même défensivement, je les ai trouvés plutôt bons. Donc oui, je pense qu'il y a un vrai changement qui va s'opérer. J'espère qu'ils vont poursuivre, en tout cas dans cette direction-là, parce que je pense qu'ils peuvent de toute façon devenir un véritable candidat de ce côté-là des playoffs. Peut-être pas cette année, mais en tout cas dans les 2-3 ans à venir, je pense que ça peut devenir une véritable équipe de Super Bowl. Ouais, c'est clair. Je suis vraiment très d'accord avec toi sur le fait qu'on voit vraiment les fruits de ces changements de coaching. Et il y a vraiment un passage dans le match qui m'a frappé. C'est vraiment quand il reste une trentaine de secondes, il est 4e et 4. Et donc, les Chargers envoient l'équipe de field goal. Et puis au final, temps mort, ils ramènent donc l'équipe de field goal pour envoyer Justin Herbert. Et l'attaque, c'est quelque chose qu'on voyait vraiment pas du tout, mais alors vraiment pas du tout l'an dernier avec Anthony Lynn. Et je me rappelle aussi du coup du match contre les Chiefs où en prolongation, où il y avait égalité, Anthony décide de punter et au final ils perdent en overtime. Et cette fois-ci, euh, Coach Staley décide de renvoyer l'attaque et il gagne sur un touchdown. Donc franchement, on voit vraiment là qu'il y a eu un gros, mais vraiment un énorme changement d'état d'esprit dans les Chargers qui ont plus peur en fait. Ouais, et puis moi, il y a aussi un point quand même, c'est la maturité d'Herbert au poste de quarterback. Tu as l'impression qu'il est là déjà depuis 3-4 ans et en fait, c'est seulement sa deuxième saison en NFL et on a vraiment la sensation il a gagné cette expérience et cette maturité des quarterbacks plutôt, je vais pas dire vétérans, mais déjà présents dans la ligue depuis quelques années. Et ça, je trouve que c'est assez fort. Ça montre aussi que mentalement, il est prêt, il sait quel rôle il doit assumer dans cette équipe et je trouve qu'il le fait très très bien. Ouais, c'est clair. Et puis c'est d'autant plus impressionnant que quand on voit les performances un petit peu difficiles des rookie quarterbacks cette année et même de certains sophomores, même si Joe Burrow fait une grosse saison, on y reviendra. C'est encore plus appréciable et on regarde un petit peu en arrière sur la saison de Justin Herbert, la saison rookie de Justin Herbert, même de Joe Burrow et même de Jalen Hurts quand on y pense. Comparé aux saisons rookie des quarterbacks actuels, c'est vraiment, vraiment très très fort. Je sais pas ce que tu en penses, c'est vraiment un truc qui me frappe tous les week-ends en fait, quand j'y repense, en comparant à la classe précédente. Ouais. Après, je me rappelle l'année dernière, les podcasts qu'on a fait, on était tous d'accord pour dire que de toute façon, Burrow et Herbert étaient des futurs quarterbacks, enfin futurs très gros quarterbacks de la ligue. Je pense que dès le départ, on l'a vu. Même si Burrow a été blessé et n'a pas pu jouer tous les matchs, mais on a tout de suite vu qu'il y avait cette classe, cette capacité à lancer du 300-400 yards par match, et ça se ressentait. Je le ressens exactement avec Trevor Lawrence cette année. Il n'a pas eu des performances encore comme on l'attendait. Il a lancé beaucoup d'interceptions. Il en a lancé 7 de mémoire. Donc, c'est beaucoup pour des débuts. Maintenant, c'est de l'apprentissage. C'est des équipes qui se construisent. Et moi, pour un joueur comme Lawrence, je sens aussi ce truc, comme on a vu avec Burrow, avec Herbert. J'ai beaucoup plus de doutes sur un quarterback comme Wilson.
Ouais, c'est clair que Lorenz, il a cette chose-là qui est presque un petit peu difficile à expliquer. C'est quelque chose qu'on ressent, c'est une présence aussi, une certaine commande de l'attaque, de tout ce qu'il y a autour. On sent qu'il est en contrôle total de ce qui se passe. Ça va aller mieux pour Lorenz. Et puis bon, de toute façon, faut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui va chez les Jaguars, même s'ils ont montré un visage un petit peu plus positif, un petit peu plus expressif contre les Cardinals. Oui, je suis assez d'accord. Je suis très très d'accord par contre sur Zach Wilson. Je vois des choses vraiment très inquiétantes. Euh, d'accord, les Jets ne sont pas une équipe excellente, mais il est souvent dans des bonnes positions, des relativement bonnes positions, et il prend des mauvaises décisions, donc c'est aussi normal pour un rookie. Mais c'est un petit peu inquiétant. On verra si ça s'améliore ou pas, mais ça commence mal. Ouais, ça commence très mal. Et puis, encore une fois, Lawrence a joué contre des très très bonnes équipes à l'université. Wilson n'a pas forcément eu les mêmes adversaires durant son parcours. Donc, je pense que le gap entre université et NFL est plus grand pour lui. La différence de niveau est plus grande. Ah oui, carrément, là, je suis d'accord avec toi. Et puis voilà, Clemson, si on sait, ça prépare vraiment. Je dis pas que BYU, ça ne prépare pas à la NFL parce que évidemment, c'est un programme de référence qui est extrêmement respecté. Mais Clemson, c'est autre chose. C'est l'élite. Donc logiquement, voilà, Dabo Swinney, on le sait, il est excellent. Il a de très bons liens avec la NFL, d'excellents liens avec la NFL. Et c'est des joueurs, voilà, ils ont une préparation qui est différente des autres. Et on le voit de toute façon quasiment tous les joueurs de Clemson réussissent en NFL. Ça saute aux yeux. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, on va commencer avec les Chargers. Donc, les Chargers et les Chiefs, victoire des Chargers contre les Chiefs, mais les Chargers, malgré cette victoire incroyable contre les Chiefs, ne sont pas premiers de leur division. Il y a toujours il y a deux équipes qui mènent la barque, les Broncos et les Riders. Alors, jusqu'où ça va aller, Michael? Parce que c'est une surprise et c'est une surprise qui continue. Maintenant, c'est presque plus une surprise, en fait. Bah, le truc, c'est que quand tu regardes le classement de l'AFC West, moi, si on m'avait demandé de pronostiquer, je l'aurais pronostiqué à l'envers. C'est-à-dire que les Chiefs, je les aurais mis premiers à ce stade et actuellement, ils sont derniers. Et on a des Chargers troisième alors que je les aurais vus plutôt deuxième. C'est vrai que les Raiders et les Broncos sont des alors des surprises, oui, parce que 3-0, je pense que personne l'aurait pronostiqué. Maintenant, ça développe du jeu. Les Raiders s'appuient sur Derek Carr comme d'habitude. Et tant qu'il est à ce niveau-là, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à craindre. Les Broncos, eux, de leur côté, bon, ils ont affronté des adversaires quand même qui étaient pas au niveau. Enfin, c'était des adversaires. Alors, je crois que j'ai regardé, ils compilent, ils sont à 0-9, je crois, les trois adversaires des Broncos. Donc, c'est plutôt des équipes faibles. Mais en attendant, ils ont trois victoires, la confiance est là, donc forcément, ça va être très dur d'aller les battre parce que ils sont sur cette dynamique et ça fonctionne bien. Donc, ce sera compliqué. Les Chiefs vont avoir du boulot pour remonter dans cette division. Ouais, c'est clair. Les Broncos ont donc ces trois victoires. Donc, ouais, c'est les Giants, les Jaguars et les Jets. Donc, c'est sûr, ça peut ne pas paraître très impressionnant sur le papier. Mais quand même, la défense des Giants, et au moment où ils les ont battus, on se doutait pas qu'ils allaient être dans cette situation-là. Et puis voilà, comme tu dis, ils engrangent de la confiance, c'est très bien. Ils en avaient besoin en plus parce qu'ils ont connu des saisons frustrantes. Ça fait 2 ans, même un petit peu plus que c'est très frustrant chez les Broncos où il y a un petit peu rien qui va. Même si on sent quand même du potentiel, notamment en défense. Là, ça s'est vraiment très très bien équilibré. J'aime vraiment beaucoup le voir jouer cette équipe des Broncos qui est très solide, très complète, qui a encaissé que 26 points sur ses 3 premiers matchs. Et bon, pour le coup, Et, ouais. et ils ont trouvé leur quarterback, hein. Ouais, c'est clair. Alors ça, ouais. J'ai Pas vraiment de- l'impression que ça y est, Ouais, ils ont ouais. trouvé avec Teddy Bridgewater leur quarterback et je pense que c'est aussi quelque chose qui fait la différence, c'est qu'ils ils font confiance. Ça a l'air de marcher, donc pourquoi pas. Ah ouais, clairement, hein, il y a aucune raison, je pense, que ça s'arrête hein, pour les Broncos, même si, bon, voilà, il y aura un énorme test pour cette défense contre les Ravens ce week-end prochain. Ce sera peut-être le premier gros test, en tout cas d'attaque, à faire face pour les Broncos depuis le début de la saison.
Ouais, c'est clair. Surtout que bon, on sait que les Ravens ont un jeu de course assez exceptionnel. Donc oui, oui, ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Bon, ce sera surtout le premier test contre une vraie équipe de playoff, parce que clairement, les trois autres sont pas des équipes qu'on retrouvera en playoff. Donc ouais, ouais, là, ça va être vraiment le gros test. Et j'attends de voir ce que ça peut donner. Franchement, cette franchise, je la trouve assez étonnante. Les Raiders aussi vont avoir un gros match puisqu'ils vont se Ouais. déplacer à Los Angeles. Ils retournent à Los Angeles du coup. Ils vont visiter les Chargers. Donc là, ça va être aussi le gros défi pour Derek Carr et ses coéquipiers. Ouais, ça sera le choc, je pense, de la semaine prochaine à suivre. Et pour le coup, les Riders ont eu trois grosses confrontations contre trois équipes de playoffs. Et ça, pour le coup, c'est assez fou quand on regarde le calendrier, les résultats des Riders depuis le début de la saison, avec deux overtime. Enfin, c'est vraiment, on voit qu'il y a du Ouais, caractère. C'est très solide et très impressionnant, je trouve. Offensivement, c'est très fort. Ils ont eu un petit peu de mal contre les Dolphins, qui au final ont montré un visage presque mieux que ce qu'on a vu depuis le début de la saison, sans Tua Tagovailoa. Et Jacoby Brissett a vraiment fait le travail. J'avais ouais, rigolé c'est clair. on avait rigolé quand il y avait Ian Rapoport qui avait mis It's Jacoby Brissett Show maintenant. Et ben, au final, franchement, c'était un peu Jacoby Brissett Show pour les Dolphins. C'était pas si mal. C'était pas non plus exceptionnel, mais c'était vraiment pas si mal. Oui, non, non, c'est clair. Et puis, on savait pas trop ce que ça allait donner sans Tua, mais bon, après, ça reste. Ils ont quand même perdu. Les Raiders l'ont quand même emporté. Et les Dolphins, je pense que ça va être une saison aussi assez compliquée. Je ne sais pas ce que ça va donner, cette histoire au poste de quarterback, mais ça me paraît complexe. Il y a toujours l'ombre de Deshaun Watson qui plane en plus sur Ouais. l'équipe. Ouais. Donc, à voir. Ouais, c'est clair. C'est très étrange pour Miami. Enfin, j'avais écrit là-dessus en début de saison sur le fait que la situation autour du poste de quarterback était au final vraiment très étrange. Et même pour toi, Tagovailoa, il y a aucune raison qui fait qu'il va pouvoir se développer correctement quand on met la pression de Deshaun Watson derrière. Deshaun Watson, en plus, il est dans une fin. Par rapport à la NFL et Deshaun Watson, la situation est vraiment très étrange puisqu'il est accusé, on le rappelle, d'agression sexuelle par 24 masseuses de mémoire. Enfin, c'est une situation qui est explosive. Il ne sera pas jugé avant un moment parce que la justice traîne toujours du pied. Mais enfin, théoriquement, il pourrait aller en prison, quoi. Et les Dolphins sont prêts à remplacer leur quarterback par un joueur qui, dans quelques années, pourrait aller en prison. Je trouve ça incroyable. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'en tout cas, il y a effectivement ces rumeurs. Après, est-ce que c'est fondé ou pas, c'est plus difficile à dire, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de rumeurs quand même autour de ça. En attendant, il est toujours à Houston. Effectivement, ils ont convenu, lui et la direction, que bah, de toute façon, il ne jouerait pas. Donc la NFL n'est pas intervenue, n'a pas eu besoin de le suspendre. Mais Ouais. c'est une situation, oui, qui va être très compliquée et on verra ce que donne évidemment l'affaire côté judiciaire, mais on pourrait ne pas le revoir effectivement sur des terrains de NFL. Ouais. En parlant de situations compliquées, ça nous permet d'aborder un autre point de ce podcast, une situation compliquée d'une façon un petit peu largement moins grave que ce qui se passe autour des Dolphins et puis de la situation de Deshaun Watson, qui est la saison des Chicago Bears qui commence vraiment très mal et la parodie de football qu'on a vu contre les Browns avec la première titularisation donc, de Justin Fields qui a été laissé seul, Ah, vraiment seul, abandonné. ouais, abandonné, seul, Ouais, complètement seul. il a été Voilà. carrément abandonné, que ce soit Ouais. par sa ligne offensive ou par son coach, Matt Nagy, il a subi ses 9 sacs au total sur la rencontre. Et il a reculé de 67 yards au cours de ce match face aux Browns. Donc, évidemment, la soirée cauchemar pour lui. Et en plus, très honnêtement, je trouve qu'en plus, il s'en sort bien parce qu'il n'est pas sorti blessé. Alors qu'avec tout ce qui s'est pris, franchement, ça aurait pu. Oui, donc Nagy qui, pour moi, a fait des choix vraiment très discutables sur la façon dont il a abordé le match. Et le pauvre Fields, bah, qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais bon, c'est vraiment un début, une première titularisation à oublier pour lui. Et j'espère qu'il va vivre d'autres matchs un peu mieux que ça parce que il le mérite, il a beaucoup de talent.
Mais on sent que chez les Bears, ça va être une saison très compliquée. Ouais, c'est clair. Et je crois pas que on devrait finir de regarder le match d'un quarterback et se dire, waouh, super, il s'est pas blessé, quoi. Si c'est le cas, il y a un gros problème et un énorme abandon parce que je suis absolument d'accord sur le fait qu'il a beaucoup de talent. Alors ça, il n'y a aucune question là-dessus. Mais il a aussi beaucoup, beaucoup de courage parce que c'est un quarterback qui est rugueux, qui abandonne jamais, qui prend des coups. À Ohio State, il prenait des coups hein, contre Clemson. Il a reçu un plaquage alors qu'il était en train de faire un spin move en plein dans la côte. Il s'est fait éclater la côte. Je crois qu'il n'y a absolument pas d'autre mot pour le dire. Il a fini le match en faisant une performance exceptionnelle. Voilà, on le voit souvent sur les sacs, des fois perdre la balle, sur des fumbles forcés, mais à chaque fois il se bat. Il n'a pas du tout une attitude où il va abandonner, où il va laisser la balle, dire bon, ben, c'est perdu, c'est perdu. Il n'est pas comme ça. Et ouais, oui, heureusement pour les Bears, parce que sinon l'addition serait certainement encore plus salée s'il n'était pas comme ça. Mais pas heureusement pour Justin Fields, parce que clairement, non, il mériterait d'être lancé dans une meilleure situation que ça. Et dans tous les cas, ça commence à mal se finir pour Nagy. De toute façon, c'était la dernière chance. Ouais, c'est clair. Et puis bon, je pense que ça a mal démarré puisque déjà il y a eu cette question de Andy Dalton numéro un ou pas. Je pense que c'est des choses qui doivent être vraiment tranchées dès le départ. Et pour moi, si tu vas chercher un quarterback comme Fields, et évidemment que tu n'as pas d'ambition de Super Bowl à court terme, c'est-à-dire cette année, et je pense que les Bears là-dessus étaient quand même assez conscients qu'ils n'avaient pas une équipe pour le Super Bowl. Je pense qu'il faut le lancer, il faut y aller. C'est ce que fait Jacksonville, c'est ce que font les Jets hein, d'ailleurs, avec plus ou moins de succès. C'est ce qu'a fait Belichick avec Mac Jones. Mais je pense que si tu prends des talents comme ça, il faut les laisser se former. Il faut qu'ils apprennent justement ce qu'est la NFL. Et il n'y a rien de mieux que de les faire jouer pour ça. C'est pas en les ayant sur le banc que tu. Alors certes, ils vont apprendre, mais ce sera toujours moins efficace que de les avoir sur le terrain en train de travailler ton plan de jeu et ton playbook. Voilà, clairement, hein, on est 100% d'accord sur ça. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas faire jouer Justin Fields, à part le fait évidemment que la ligne offensive est mauvaise, mais dans tous les cas, ça le préparera parce que la NFL va beaucoup plus vite que le college football. Il a joué en plus. C'est pas comme Joe Burrow qui a, malgré son transfert, il a passé beaucoup de temps à l'université, Justin Fields. Il a passé 2 saisons chez les Buckeyes, un an à Georgia. Il a vraiment pas joué à Georgia, donc en réalité, il a fait 2 saisons pleines, donc 2 saisons pleines, dont sa dernière saison, c'était pendant la pandémie, donc une saison réduite. Donc en réalité, il y a une saison vraiment pleine à 100% en college football, donc c'est vraiment pas énorme. Il a besoin de jouer, il a besoin d'expérience. Et pour le coup, voilà, bon, bah, les Bears lui donnent pas, ou maintenant lui donnent, mais bon, on verra comment il va réussir à s'adapter à tout ça. Et voilà. Est-ce que tu penses que Matt Nagy va finir la saison? Non, je crois pas. Je pense qu'il va sauter à un moment donné, c'est clair. De toute façon, je ne pense pas qu'il soit l'homme de la situation pour redresser relever le niveau des Bears. Maintenant, à voir quand est-ce que ça va se produire, mais je crois pas qu'on le voit terminer la saison. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, écoute, je vois pas non plus qu'est-ce qui retiendrait les Bears de le garder, puisqu'il y a absolument rien qui marche. La seule bonne unité qui fonctionne dans cette équipe, c'est la défense. Et Matt Nagy, il était arrivé pour un petit peu être cette espèce de super coach offensif avec une super philosophie qu'il avait appris du côté des Chiefs, qui allait permettre à Chicago avoir une meilleure attaque. Et donc, bon, voilà, je vois pas quel intérêt il y aurait à garder Matt Nagy, surtout avec ses façons un petit peu scandaleuses d'abandonner ses joueurs comme ça. Je dis, ça commence à aller de moins en moins bien pour son cas. De toute façon, ça allait déjà mal. Donc voilà, ça me fait un petit peu penser de façon encore plus grave à la situation en finale un petit peu des Chargers l'an dernier où ils draftent un quarterback, ils savent pas trop quoi faire, ils le lancent un petit peu par défaut. Bon, Justin Herbert avait fait de très bonnes performances, ce qui n'est pas forcément le cas de Justin Fields pour l'instant parce que voilà, il n'y arrive pas, il n'est pas en situation de le faire. Et voilà, et donc au final, Coach Sheen avait payé très très cher sa communication très hasardeuse avec Justin Herbert. Et c'était la fin d'une ère, et on a l'impression que c'est la fin d'une ère pour Chicago, et qu'en fait Justin Fields il a été drafté euh, pour cette dernière année de Matt Nagy. Donc, il y aura une année un peu difficile et puis après, ils vont pouvoir se reconstruire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Par contre, puisqu'on était je parlais de Justin Herbert,
aussi de Joe Burrow, voilà, à la différence de Justin Fields qui lui a joué beaucoup plus à l'université. Joe Burrow est en train d'exploser avec les Cincinnati Bengals qui sont premiers de l'AFC North. Ça aussi, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout prévu. Je sais vraiment pas ce que tu penses de ce début de saison, mais il y a beaucoup de positifs et notamment offensivement. Alors, clairement, oui, on ne l'avait pas prévu parce que dans une division où tu as les Ravens, les Browns et les Steelers, on ne s'attendait pas à voir les Bengals premiers de la division après 3 journées. Maintenant, écoute, ils ont développé du jeu. Le gros changement, surtout offensivement, bah, effectivement, c'est Burrow, mais c'est surtout l'apport de Jamar Chase qui est arrivé. Et on sait que avec son arrivée, les Bengals ont rétabli la connexion qui existait à LSU. Donc les deux se connaissent très bien, ça se voit sur le terrain et ils sont décisifs en fait. C'est que Chase marque à tous les matchs. Il est à 4 touchdowns sur ses 3 premiers matchs. D'ailleurs, c'est un record en NFL. Il est le plus jeune joueur à l'avoir fait. Il a battu Randy Moss, donc c'est quand même pas trop mal. Mais oui, ça fonctionne. Joe Burrow a enfin une ligne offensive qui tient à peu près la route et il a des receveurs. Donc non, très bien, un point très positif. En plus, je regardais, les Bengals ont encaissé que 14, non, ils ont encaissé 54 points côté défense. Alors, c'est pas l'idéal, mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc, écoute, à voir. Je pense que ça va être très compliqué parce que c'est une division très forte, Ouais, mais c'est positif. ouais, on voit du mieux, hein. Même en défense, hein, franchement, il y a contre les Steelers, il y a eu pas mal de turnovers qui ont été forcés. Et j'ai trouvé la défense beaucoup plus agressive. Au final, ils ont tous les points encaissés, il y a surtout ce match contre les Vikings qui est avec 24 points encaissés. Mais bon, les Vikings, maintenant, c'est devenu la franchise de l'attaque en NFL, donc on peut pas trop leur en vouloir. Et voilà. Après, ouais, ce match contre les Bears, qui est très bizarre, dans lequel Joe Burrow relance 3 interceptions et puis il revient en fin de match. C'est assez incroyable la connexion avec Jamar Chase. On dirait que, en fait, euh, les, euh, l'année où ils n'ont pas passé ensemble n'a pas existé, quoi. Ils ont juste repris là où ils se sont arrêtés et c'est très beau à voir. Apparemment, Jamar Chase, des fois, lui dit juste envoie la balle dans mon coin et puis dans mon côté et puis je vais aller marquer un touchdown et puis c'est ce qu'il fait. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas lui envoyer, hein. Après, très franchement, Chase a été vraiment très impressionnant aussi pour son entrée en NFL. On s'inquiétait un peu s'il allait réussir à avoir le ballon. A priori, ça fonctionne bien. Mais franchement, il a réalisé des super performances. Et il marque. C'est ça surtout qui est assez impressionnant. C'est que, comme tu dis, Burrow lui envoie le ballon souvent collé à la ligne en profondeur. Et il récupère et il marque. Et ouais, c'est assez fou quand même ce début de saison. Ouais, et c'est vraiment, tu fais bien de le signaler, c'est pas souvent des réceptions faciles. Je pense à son touchdown contre les Bears, où il réceptionne la balle au milieu de 2 joueurs des Bears, il fait un petit joke et il les laisse complètement sur place. Ah, c'était vraiment. Après, voilà, c'est ça, Jamar Chase. Il a tout. C'était vraiment un receveur extraordinaire. On n'a presque pas les mots pour parler de Jamar Chase. Peut-être qu'on peut un peu l'oublier parce que du coup, il joue pas la saison dernière, avec le coronavirus et puis surtout pour se préparer à la draft. Et donc, c'est vrai quand les joueurs jouent pas, tout simplement, on a tendance un petit peu à oublier leur performance, surtout que Devonta Smith a vraiment explosé cette saison-là. Mais voilà, il est revenu à son niveau, même encore mieux, donc c'est vraiment une réussite. Ouais, c'est un gros succès pour les Bengals. En tout cas, très bon choix à la draft. Ouais. Du coup, le premier match des Bengals contre les Vikings, qui, comme je le disais un petit peu en rigolant, mais pas tant que ça au final, sont devenus une référence offensive en NFL et ont remporté une victoire de prestige après avoir perdu de justesse 2 fois contre les Seahawks. Une victoire, ma foi, surprenante pour le coup, puisque je voyais vraiment pas les Vikings arriver à contenir les Seahawks comme ils l'ont fait. Je sais pas ce que tu penses de cette équipe des Vikings et surtout, est-ce que tu penses que cette victoire contre les Seahawks va leur permettre un petit peu de relancer cette saison qui avait commencé de manière très frustrante? Alors, très honnêtement, moi, les Vikings, c'était une équipe que j'attendais beaucoup cette année parce que je pense qu'ils ont vraiment un effectif qui tient largement plus que la route. Je l'avais déjà dit durant d'autres podcasts. Et c'est vrai que de les voir démarrer la saison comme ça, j'étais franchement inquiet.
Je suis pas forcément rassuré parce que je pense que cette victoire, en fait, enfin, ce bilan qu'ils ont là, et ça avec la victoire, va simplement sauver en fait la tête du coach Zimmer. Et j'ai un peu peur en fait que finalement il fasse une saison moyenne, que lui reste en place, il arrive à sauver sa tête durant la saison, et que finalement les Vikings décollent pas. Donc à voir. Ils vont avoir un gros match contre les Browns la semaine prochaine. Je pense que là, déjà, ça va être un nouveau test pour l'équipe et pour Zimmer. À voir ce que ça va donner. Maintenant, c'est clair, il y a du talent, il y a des joueurs de très bonne qualité, que ce soit Jefferson, que ce soit Cousins, qui, quand il est à son niveau, est très bon. Là, ils ont Dalvin Cook qui est blessé, mais quand il est là, c'est un super joueur. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Ça a vraiment du mal à fonctionner. Donc, à voir. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais ce prochain match, à mon avis, contre les Browns va être un peu décisif. Ouais, je crois aussi que ça sera un bon baromètre en fait pour tester cette équipe des Vikings, parce que les Browns, c'est vraiment une équipe très équilibrée. Et c'est pas forcément une équipe aussi qui est toujours très solide dans le money time. Et c'est clairement ce qui a manqué aux Vikings, puisque franchement, le match contre les Bengals, il aurait pu tourner en leur faveur et ils reviennent bien dans le match et ça se joue au final à pas grand chose. Pareil contre les Cardinals, ils font une prestation franchement offensivement qui est parfaite. Voilà, après les Cardinals, on sait la défense, c'est pas non plus leur meilleure unité. Et c'était la meilleure unité des Vikings. C'est pour ça ils sont presque méconnaissables, en fait. En fait, ils ont un petit peu continué sur ce qu'ils faisaient la force la saison dernière, mais en fait, ils ont inversé leur force. C'est ça. Ouais, C'est c'est vraiment exactement ça, ouais. très surprenant. Et Kirk Cousins qui fait un début de saison parfait. Il y a vraiment rien à redire sur ce qu'il fait. Pourtant, il a été très critiqué à Minnesota et souvent à raison. Mais là, cette fois-ci, il y a vraiment rien à dire sur ce qu'il fait. Ça sera vraiment très intéressant parce que voilà, bon, je pense que les Browns sont dans une meilleure situation défensive, surtout après avoir pris une belle confiance en terrorisant le petit Justin Fields. Et mais les Vikings ont largement les armes pour aller les embêter et ils ont quand même encaissé beaucoup de points les Browns quand ils se sont retrouvés contre des attaques efficaces. On verra. Je crois aux Vikings pour ce match. Je sais pas, on n'est pas encore au pronostic, mais je crois vraiment aux Vikings pour ce match. Ouais, à voir. Après, encore une fois, les Browns, c'est pareil. Le match contre les Bears est c'est un peu un faux baromètre, comme tu disais, parce que jusque-là, justement, la ligne défensive avait pas très bien travaillé. Myles Garrett s'en était plaint durant la semaine en disant que lui, bah, souvent, avait deux joueurs sur lui et que ça devait permettre à ses coéquipiers de justement aller saquer le quarterback adverse. Et il se plaignait du fait que bah, ça fonctionnait mal depuis le début de saison. Lui avait un sac au compteur, Clooney n'en avait pas, donc c'était assez compliqué. Donc c'est vrai que là, évidemment, statistiquement, ils ont surperformé contre les Bears. Je suis pas sûr qu'ils arrivent à le réitérer contre une équipe comme les Vikings. Non, c'est clair. On est d'accord sur ça. Et on va continuer avec les rivaux des Vikings dans la NFC North. Euh, les Packers sont allés chercher une victoire vraiment de prestige contre les 49ers. C'est ta franchise. Alors, je vais te laisser la parole à 100% sur cette situation-là et c'est savourer ce grand moment. Aaron Rodgers qui bat sa franchise de cœur, de la franchise de son enfance. Ouais, alors écoute, ce qui était marrant, c'est qu'en préparant les pronos qu'on avait fait, j'avais vu que les Packers avaient perdu les deux dernières fois qu'ils s'étaient déplacés à San Francisco, donc j'étais pas hyper rassuré. Et les Packers n'ont pas un bilan exceptionnel à San Francisco. Maintenant, bah, on l'a vu, les Niners ont laissé beaucoup trop de temps à Rodgers pour remonter le terrain avec Ouais. les 37 secondes, je crois, qu'il lui restait. Rodgers a trouvé les moyens d'aller mettre Mason Crosby en position parfaite pour donner la victoire. Après, les Packers, je les sens à peu près sur la lignée de l'année dernière, c'est-à-dire une équipe capable de remporter n'importe quel match, mais aussi capable de perdre n'importe quel match. Je pense que la défense n'est pas une défense 5 étoiles. Je pense que là-dessus, on a quelques lacunes. Maintenant, voilà, quand tu as un joueur comme Rodgers, quand tu as un Aaron Jones ou un Davante Adams, ça peut faire la différence, c'est clair, à n'importe quel moment, plus ou moins.
C'est un petit peu ce qui manque selon moi à l'attaque des Rams, c'est d'avoir un ou deux joueurs comme ça vraiment qui sortent du lot. Je les trouve très homogènes, mais il leur manque peut-être un joueur comme ça. Et c'est vrai que les Packers ont ce type de joueur capable de faire la différence à n'importe quel moment du match. Enfin, j'ai vu Adams qui a pris un choc incroyable dans le match. Moi, j'aurais tout de suite pensé protocole commotion, etc. Et il est revenu comme si de rien n'était. Enfin, j'étais assez halluciné. Il a rien, il a même pas une commotion en fait, C'est ça. il s'est un peu Et en décoiffé. conférence de presse, il a juste expliqué qu'il était différent des autres. Ouais, bah, c'est un peu vrai, hein. Il est exceptionnel et je suis très d'accord avec toi pour les Rams qui sont quand même allés chercher pour le coup une victoire très très solide contre les Buccaneers. Clairement. Et même si Cooper Cup est en train d'éclore vraiment comme ce receveur numéro un des Rams et qui peut prétendre à ce titre-là, je suis alors vraiment à 100% d'accord sur le fait qu'il leur manque encore une présence, une star en fait, une vraie présence d'une star, d'un joueur fiable à 100% pour exploser, même si pour le coup, une grosse performance quand même, hein, les Rams contre Ouais, les. ouais, après, encore une fois, Ouais, d'ailleurs, je l'avais mis en analyse. Ça veut pas dire que ils en ont besoin pour aller au bout, hein. Peut-être que ouais, ça peut suffire avec l'équipe que les Rams possèdent. Ils sont hyper homogènes, je trouve. Ils ont une défense qui est assez incroyable avec Ramsey, avec Donald, entre autres. Donc ça peut suffire. Je dis pas que ça peut pas suffire, mais c'est vrai que je pense que si tu mets un Davante Adams ou un Michael Thomas à son meilleur niveau dans cette attaque, tu as quand même quelque chose qui a une autre gueule, quoi. C'est clair. Et je pense qu'ils ont fait le choix parfait, c'était Matthew Stafford. Là, clairement, Stafford nous montre que, bah, évidemment, il a perdu son temps du côté de Détroit pendant des années. Mais clairement, hein, je pense que pour moi, ouais. à l'image d'un Derek Carr avec les Raiders, c'est des quarterbacks. Si tu leur donnes la bonne équipe, bah, ils font partie des meilleurs de la ligue, hein, c'est clair. Et la performance a été assez énorme ouais, contre les Bucks, qui ont pas fait un mauvais match, mais simplement ils sont tombés sur plus fort. Ouais, c'est clair. C'est une belle domination. Et c'est drôle, mais je pensais exactement à Michael Thomas comme, comme un joueur possible. Et quelle ironie du destin ça serait Michael Thomas qui rejoint les Rams, en fait, c'était Mais là, ils vraiment vont le être joueur. inarrêtables, hein, par contre. Ah ouais. Ah ouais. Ça serait complètement fou. Ça serait vraiment complètement fou. Et ouais, voilà. Autre chose sur la NFL, Michael, sur ce week-end, quelque chose qui t'a frappé, déçu, qu'on n'a pas abordé? Bah écoute, alors si, dans ce qui m'a frappé quand même, c'est la performance des kickers ce week-end, où on en a eu quatre qui ont donné la victoire à leur équipe. Et il y en a quand même un dont on est obligé de parler, c'est Justin Tucker, qui a marqué un field goal de 66 yards, record en NFL, pour donner la Ouais. victoire aux Ravens. C'est juste hallucinant. Et je lisais aujourd'hui que Tucker, lorsqu'il a frappé un field goal dans la dernière minute d'un match, il n'a jamais raté. C'est incroyable. Donc c'est juste fou en fait. Ouais, C'est ouais. le mec est juste hallucinant de régularité et son coup de pied était bah, parfait puisqu'il tape la barre et il passe de l'autre côté. Donc que demander de mieux? Ouais, c'était vraiment un final incroyable dans ce match, pour le coup, très surprenant entre les Ravens et les Lions. C'était fou. Et ouais, c'est vrai que quand on pense certains kickers qui n'arrivent pas à mettre des conversions à un point, et lui, il arrive à mettre 66 yards dans un moment Ouais, non, non. complètement c'est une autre planète, en fait. Non, mais c'est vrai que ce week-end, en tout cas, c'était vraiment le week-end des kickers. Bah, on a eu Ouais, Crosby, on a eu Carlson pour les Raiders. Et on a eu aussi Youngoku qui a passé son field goal pour donner la victoire. Donc, non, non, gros travail fait par les kickers ce week-end. Et le dernier truc, bah, ça, c'était plus le côté spectacle. On a quand même eu un magnifique touchdown de Jamal Ayuk qui a traversé tout le terrain, end zone comprise, pour aller ouais. retourner un field goal raté des Cardinals. Et franchement, quand je l'ai vu démarrer devant ma télé, je me suis dit, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Et là, tu le vois qui va vraiment traverser tout le terrain. Et ouais, c'était juste super, un touchdown de 109 yards. Peut pas faire mieux. Ouais, c'est clair. Et puis, Urban Meyer, il a toujours été très bon dans les special teams quand il était à l'université. Et donc, je suis content que c'est quelque chose qu'il a réussi à insuffler à cette équipe des Jaguars.
Et puis au final, donc ils ont perdu le match. Mais tu as vu le public était en furie. Enfin, évidemment, tout le monde était en furie dans ce moment-là. Donc c'est quand même bien pour eux qu'ils aient aussi un peu de spectacle. Je pensais à ces pauvres fans des Jaguars. Urban Meyer, il avait mis une lettre en disant Hang in there, tenez bon, il va y avoir des choses qui vont aller un petit peu mieux. Ben voilà, ça leur fait quand même quelque chose de bien pour égayer un peu leur dimanche. Ouais, surtout que bon, on le sait, les Jaguars, c'est pas forcément la franchise que tu retrouves tous les ans en playoff. C'est plutôt une franchise habituée à perdre et à afficher des bilans plutôt négatifs. Donc c'est vrai que, bah, évidemment, l'arrivée de Trevor Lawrence, l'arrivée d'Urban Meyer, ça a vraiment ramené toute une hype autour de Jacksonville. Et je pense que tout le monde y croit, tout le monde sait qu'à un moment donné, ça va fonctionner. Tout le monde est convaincu que Lawrence est le bon quarterback. Meilleur, on verra ce que ça peut donner. On sait que c'est un coach exceptionnel, en tout cas à l'université. On verra ce que ça peut donner en NFL. Mais c'est vrai que je pense que les fans y croient et ont hâte de voir cette équipe se construire et un jour accrocher les playoffs, pourquoi pas. Ils n'ont pas eu de chance cette année. Ils ont eu la blessure de Travis Etienne qui a un peu freiné le jeu au sol de la franchise parce que on attendait de voir Etienne et Robinson mener le jeu au sol. Donc voilà, maintenant je pense que c'est normal que les fans soient impatients et aussi motivés par cette équipe parce qu'il y a vraiment de quoi faire quelque chose. Ouais, c'est clair et ça pourra aller que mieux. Merci à tous, c'est la fin de notre podcast NFL. Je te remercie, Mickaël, pour tes interventions. Merci à toi, Damien, merci à tous de nous avoir écoutés. Et merci à tous d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés. Et on vous dit à très bientôt, à très vite, pour un nouveau podcast NFL de The Free Agent. À bientôt!